Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un plaisir évidemment d'être ici cet après-midi. Je voudrais d'abord remercier en tant que directeur du Centre Lucien Febvre, donc un laboratoire d'histoire de l'UFRSLHS de l'Université de Franche-Comté à Besançon, donc de pouvoir participer à cette manifestation. Merci au vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération de nous avoir soutenus, et puis merci à Jean-Luc d'avoir pensé à moi pour essayer d'organiser cette petite manifestation avant les grandes choses qui vont se passer sur le terrain. Bon, c'est un plaisir puisque Jean-Luc a été mon collègue à l'UFR-STAPS pendant 12 ans. Il y a un certain nombre de personnes de l'UFR-STAPS ici que je revois avec plaisir, et ça a été de très bonnes années que j'ai passées en leur compagnie. Alors, il y a aussi un petit domaine personnel, c'est que j'ai mon grand-père paternel est né à Audincourt, son père était aussi né à Audincourt, donc j'ai des racines dans le pays de Montbéliard, ça me fait plaisir. Et puis en tant qu'historien, évidemment, parler du football à Montbéliard, c'est évidemment être dans un lieu emblématique de cette histoire-là, puisque le FC Sochaux Montbéliard, c'est pas seulement le club d'une région, c'est pas seulement le club de Peugeot, mais c'est un club qui a été fondateur dans l'histoire du foot français, mais aussi du football européen. Donc on est ici dans un lieu extrêmement important de cette histoire, et à partir duquel on peut très bien observer un certain nombre d'évolutions du jeu. Donc l'idée avec Jean-Luc, c'était d'essayer de réfléchir justement sur l'évolution de ce jeu dont on dit beaucoup aujourd'hui finalement qu'il se transforme, pas forcément en bien, même si, évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans le présentisme. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans les années 20, déjà, on disait que l'esprit du football était mort, et qu'on ne reconnaissait plus le jeu tel qu'il avait été et tel qu'il devrait être. Mais malgré tout, il y a eu un certain nombre, quand même, d'évolutions sensibles. Et d'ailleurs, un club comme Sochaux en a été évidemment aussi victime, l'évolution économique qui fait qu'un club formateur, aujourd'hui, n'a plus le temps de former ses joueurs pour les garder un petit peu et pour reconstruire une équipe. Ce qui a été le cas dans les grands cycles de l'équipe du FC Sochaux jusque dans les années 2000. Bon, j'ai eu l'occasion de voir Sochaux battre Dortmund 4-0 en Coupe de l'UEFA, c'est un grand souvenir. Je ne sais pas si on pourra le revoir un jour. Donc il y a un certain nombre d'évolutions, il y a aussi une désaffection peut-être des passionnés de football. Donc il y a aussi des questions technologiques, touchant par exemple l'arbitrage, on va en parler bien évidemment. Il y a aussi ce football qui devient moins masculin et qui se féminise, et ça c'est une très bonne chose, bien évidemment. Donc ce sont tous ces aspects-là que nous allons discuter aujourd'hui, et nous avons essayé d'inviter évidemment les meilleures personnes pour en parler, qu'elles soient évidemment des praticiens, mais pas des patriciens du football, notamment nous allons avoir Michel Vautreau, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il va arriver. Comme arbitre, nous aurons Pierre-Alain Frot également. Nous avons également évidemment des dirigeants de fédérations, notamment la FSGT qui propose un autre football depuis sa création en 1934. Nous avons évidemment un certain nombre de personnes qui regardent le football à la fois en tant que passionnés et en tant qu'universitaires, et qui représentent en gros toutes les sciences sociales et humaines qui s'intéressent au football. Je nommerai en premier l'histoire évidemment, mais évidemment on peut citer l'économie, la sociologie, et nous aurons donc plusieurs points de vue cet après-midi. Alors on commencera avec des points de vue qui sont d'abord individuels, dans le sens où je commencerai par évoquer les années 90 comme un lieu de bascule de ce football. Nous aurons ensuite, avec Audrey Gosillon, un point de vue sur le football féminin, la féminisation du foot. Et oui, c'est en marche. On évoquera également la question d'un football qu'on peut pratiquer autrement, dans une autre fédération, avec
pas des règles différentes, mais des manières d'organiser le terrain, d'organiser le jeu différentes. C'est la FSGT avec Nicolas Xis, qui est à la fois dirigeant de la FSGT et aussi journaliste, sous son nom d'emprunt Martov. Il y aura ensuite, dernière intervention, si on peut dire individuelle, eh bien la question juridique, avec un grand spécialiste de ces questions juridiques, c'est Michel Poteau, l'avocat, qui avec son père, eh bien a joué un rôle important d'ailleurs dans la transformation de ce jeu et dans la circulation des joueurs après l'arrêt Bosman. Et puis ensuite on va passer à une deuxième phase, où on va réfléchir. Michel évoquera la question de la VAR. Ensuite, avec mon ami et collègue Olivier Chauveau, qui est à la fois historien, ancien arbitre et aussi délégué de la Ligue et de l'UEFA, et avec Michel Vautreau, nous parlerons de la question de l'évolution de l'arbitrage. Grande question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore arbitrer sereinement, que ce soit sur un terrain de district ou que ce soit en Ligue des Champions? Et puis on terminera sur une table ronde avec différents acteurs que Gilles Ferréol, qui est ici, donc professeur de sociologie émérite à l'Université de Franche-Comté, va mener évidemment de main de maître sur différents points de cette évolution, des points économiques évidemment, la question éthique, la question de la formation, la question évidemment d'un centre de formation comme celui de Sochaux-Montbéliard, pour voir finalement comment depuis 20-25 ans les choses ont évolué et comment peut-être, en faisant un peu de prospective, elles vont évoluer. Voilà, j'étais peut-être un peu long, mais... Très bonne introduction, Paul. D'ailleurs, tu vas pouvoir enchaîner. Bon, Paul, je ne sais pas si c'est utile de le présenter, tout le monde le connaît ici, c'est le grand spécialiste de l'histoire du football, transalpin également, mais quand on dit mondial, on vise tous les pays derrière. Paul est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, directeur du centre Lucien Febvre. Paul, ton intervention concerne le virage des années 90, une approche historique. Je te laisse la parole, donc 20 minutes, puis 10 minutes de questions. Très bien. Merci, merci Jean-Luc. Donc oui, j'avais proposé cette idée-là pour introduire et pour se demander finalement cette histoire qui semble nous échapper, ce football qui semble finalement ne plus ressembler à celui qu'on avait connu. À partir de quel moment on peut finalement identifier cette évolution, et il me semble que le virage des années 1990 s'imposait très nettement, puisqu'on y voit apparaître finalement un certain nombre de questions, de problèmes qui éclatent évidemment au grand jour aujourd'hui. Alors, introduction, je voudrais aller finalement à contrario de cette idée-là. Est-ce que cette idée que le football aurait changé, est-ce que c'est finalement le fruit de réflexions de gens qui ont, comme un certain nombre de mes collègues comme moi, plus de 50 ans, ont connu un autre football, celui de l'AS Saint-Étienne dans les grandes années, du FC Nantes aussi, ou d'autres grandes équipes, mais un football professionnel qui était, semble-t-il, plus populaire, plus accessible. Est-ce que finalement, c'est une réflexion qui est le produit du fait que nous gagnons en âge et que la nostalgie également nous gagne, ou bien est-ce que c'est quelque chose de vrai? Alors, rien de nouveau sous le soleil. Finalement, petit rappel d'abord, quand est-ce qu'on peut parler de football? C'est surtout à partir de 1863, lorsque dans la Freemasons Tavern à Londres, les représentants de la Football Association se rassemblent pour savoir quelles vont être les lois du jeu. Et c'est à la fin de cette année-là, et finalement cette histoire-là est très bien documentée, puisqu'on voit bien dans les minutes, les actes de ces réunions, qu'il y a deux points de vue qui se dégagent. Il y en a qui veulent un jeu viril, où on peut donner des coups de pied dans les tibias, faire des croche-pieds, et ils disent aux autres que si on ne fait pas ça,
On peut faire venir une bande de Français, leur faire apprendre le jeu pendant 15 jours, et les Français gagneront, parce que c'est pas un jeu viril, bien évidemment. Puis à ceux qui veulent un jeu, évidemment, qui soit plus respectueux du corps, de l'intégrité physique des joueurs, et donc qui interdisent cela. Et ces deux points de vue vont donner d'un côté le rugby, qui est un football, et de l'autre le football association, donc notre football, dont assez rapidement, finalement, les lois du jeu vont se formaliser à partir des 14 premières, et très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est au début des années 1890, en gros, le football tel que nous le connaissons existe, avec un seul arbitre sur le terrain, avec toutes les règles, penalty, hors-jeu, même si le hors-jeu peut évoluer un petit peu. Donc en gros, le foot, tel que il est apparu et tel que peut-être il a disparu, eh bien date de cette fin du XIXe siècle. Alors dans cette histoire, très rapidement, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu aussi des moments où les tenants du jeu ont pu considérer que ce jeu qu'ils avaient connu n'existait plus. Exemple, lors de la finale FA Cup en 1883, c'est le match Blackburn Olympic Old Etonians, qui oppose une équipe pour la première composée d'ouvriers, et pour la deuxième, comme son nom l'indique, d'anciens élèves de l'école de Eton, cette école très sélecte. Et c'est une sorte, finalement, de passage d'un football qui était d'abord un football bourgeois et aristocratique à un football ouvrier. Et comme par hasard, c'est dans ces années-là, d'ailleurs, que, eh bien, la notion d'amateurisme va véritablement naître, se développer, et ça va être un débat qui va durer assez longtemps, finalement, et c'est intéressant qu'on soit à Sochaux ici, puisque c'est à Sochaux, à partir de 1928, avec la création du FC Sochaux-Montbéliard par Jean-Pierre Peugeot, que on va progressivement, on va mettre 4 ans pour accepter le principe du professionnalisme. Mais beaucoup le regretteront. Avant la Première Guerre mondiale, il y a une scission au sein du football français, parce qu'il y en a qui veulent respecter l'amateurisme, strictement, et d'autres qui sont plus enclins, finalement, à favoriser le professionnalisme. Donc, vous voyez, ces questions-là, elles sont présentes, et elles, finalement, elles restent pendant une bonne partie de cette histoire du jeu, et avec comme principe, est-ce qu'on peut être payé pour faire du sport? Parmi évidemment ces premières équipes, il y a le premier champion d'Angleterre professionnel, c'est Preston North End, l'équipe appelée les Invincibles. Donc le professionnalisme, il est ancien, il date finalement de la première saison 1888-89, il a été autorisé 4 ans plus tôt. Mais là aussi, ce professionnalisme, il va mettre du temps à s'installer en Europe continentale ensuite. Il fait l'objet de discussions. Il faut se rappeler qu'en Allemagne, par exemple, le championnat professionnel ne naît qu'en 1963 avec la Bundesliga. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins qui sont extrêmement forts. Ce qui veut dire que toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui, elles sont aussi la suite de ces freins et de ces résistances. Autre question importante, est-ce que les femmes peuvent jouer? Pour nous, ça nous paraît évident. Ça ne l'était pas du tout au début du siècle. Alors, il y a un premier essor du football féminin en 1919-1920. En 1920, par exemple, il y a un match France-Angleterre au stade Pershing. Il y a 15 000 personnes, dont Jules Rimet, président de la fédération. Mais on ne sait pas si les spectateurs sont venus plutôt pour voir des jeunes femmes en short et les cuisses nues, ou bien si elles sont venues voir du football. Et dans ces années 20, il y a un retour en arrière, la fédération anglaise va interdire le football féminin. En Italie, Leandro Arpinati, qui est le président de la fédération italienne, va tout simplement dire la chose suivante, qu'elles jouent, d'accord, mais derrière des murs, qu'on ne les voit pas. Et puis, rappelons que c'est le régime de Vichy qui interdit le football féminin en France. Donc, vous voyez, ce sont des questions, des débats qui sont importants. Et il y a 40-50 ans, il n'était pas évident, évidemment, aussi que les filles puissent jouer au football. Autre question, ce sont les lois du jeu. Alors, vous avez ici la couverture d'un livre très célèbre de Willy Meisel, qui est le frère de Hugo Meisel, qui était le grand entraîneur-dirigeant du Wunderteam autrichien, de l'équipe d'Autriche des années 30, et qui, en 1957, a écrit un livre, Soccer Evolution, dans lequel il dit que, en gros, le foot, c'est fini.
Ça n'a plus aucun intérêt. Pour quelle raison? C'est qu'il dénonce la réforme du hors-jeu de 1925, qui a conduit notamment à, et je simplifie, à l'adoption du schéma tactique du WM, avec 3 défenseurs. Donc, qui fait que très vite, les équipes sont devenues beaucoup plus défensives. Et pour lui, finalement, le beau jeu a disparu à cause du WM. On est dans les années 50, vous voyez. Donc, ce sont évidemment des questions, des débats qui sont importants. Toujours un peu plus tard, et là, je vais faire une concession à nos amis sociologues, je vais citer un écrivain, grand écrivain et sociologue, Georges Magnan, qui a été le premier à écrire une sociologie du sport dès 1964, et dans l'ouvrage tout à fait intéressant, et dans lequel, eh bien, il cite un périodique belge qui s'appelle Sport et Vie, qui dénonce à ce moment-là, je cite, le demi-milliard des footballeurs. Et au travers de ce demi-milliard, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà le Real Madrid, c'est déjà ces grands clubs. Et en gros, pour Sport et Vie, le foot a été totalement gangréné par cet argent. On est au début des années 60. Vous avez ici le président Bernabéu du Real Madrid avec deux de ses vedettes, Di Stefano et Copa, qui sont présentés un peu comme 2 bons enfants devant, à côté du grand patron, si je veux dire. Mais déjà, jouer en Espagne, c'est évidemment gagner 3 à 4 fois plus qu'à Reims pour Copa. Et puis Copa, c'est aussi celui qui va devenir un homme d'affaires, vendant des jus de fruits, vendant des chaussures, des survêtements, etc. Donc cette question de l'argent, elle est évidemment présente, même si dans le cas de Copa, la carrière finalement de chef d'entreprise suit celle de footballeur professionnel. Il n'est pas devenu, en quelque sorte, à 28 ou 29 ans, rentier, comme sont certains de nos joueurs aujourd'hui. Alors, voilà pour, finalement, des raisons d'essayer un peu de, finalement, ne pas tomber dans le panneau d'un football qui serait évidemment totalement dégradé et de choses absolument nouvelles. L'histoire du football a toujours été marquée par une sorte de querelle entre les anciens et les modernes, et l'idée qu'il a toujours existé un football pur et qu'il faut essayer d'y revenir. Alors ceci dit, les années 90, elles marquent quand même une rupture. Et pour commencer, alors Jean-Luc a eu l'amabilité de me rappeler que j'avais un côté transalpin. J'ai habité en Italie à la fin des années 80, début 90, et notamment au moment de la Coupe du Monde 90. Et il me semble que à la fois la Coupe du Monde et ce qui se passait à ce moment-là en Italie, avait finalement des aspects annonciateurs. Bon, d'abord, cette Coupe du Monde, vous vous rappelez, pour le jeu, c'était pas terrible, et Michel pourra nous en parler, puisque, il en a été un grand protagoniste. Mais l'Italie a fait feu de tout bois par la construction de stades, alors ça, c'était Feu Stadio delle Alpi à Turin, qui a été construit un peu vite avec beaucoup de malfaçons, donc il a été détruit ensuite pour laisser la place au stade Juventus. Spectacle, évidemment, on voit ici Gianna Nannini qui chante l'hymne officiel, et puis l'association entre entreprise et sport, avec Luca di Montezemolo, qui est à la fois un aristocrate piémontais et aussi a été un dirigeant de la Juventus, de Fiat et de Ferrari, et avec l'idée finalement que le football devait servir à vendre le made in Italy. Donc l'idée que finalement le foot c'est du business, mais pas seulement pour faire jouer des joueurs issus des classes populaires en les payant, mais pour faire de l'argent. Alors, dans ces années-là, il y a ce personnage qui s'appelle Gianmauro Borsano. Bon, je suis un peu un tifoso di Torino, j'en parle, puisque j'avais suivi notamment pas mal l'équipe à ce moment-là, qui était un chef d'entreprise piémontais, qui avait fait remonter le Torino de Série B en Série A, et qui avait eu déjà quelques idées assez finalement révolutionnaires. Alors il disait, le Torino a été le premier club italien à faire venir des jeunes joueurs ghanéens dans son centre de formation, en se disant ça coûte moins cher et on va pouvoir faire des plus-values sur ces joueurs.
Et puis, par ailleurs, eh bien, il avait le problème du Torino, c'est que le Torino avait un vieux stade dans lequel il ne jouait plus, qui était lo Stadio Philadelphia. Il jouait dans l'actuel stade olympique, qui était le Stadio Comunale. Et en gros, Borsano disait qu'il voulait faire rénover le vieux stade et compenser le manque de spectateurs par le pay-per-view, donc en vendant à l'unité les matchs joués par le Torino. Donc déjà, il y avait cette intuition que la télévision était fondamentale. Et puis, l'autre personnage, évidemment, c'est celui-ci, c'est Berlusconi, hein, qui révolutionne à la fois le jeu par le jeu, hein, rappelez-vous Arrigo Sacchi et le Milan, hein, un jeu totalement offensif dans une Italie qui était celle du Catenaccio, un club qui est intégré eh bien, dans la holding que possède Berlusconi, excusez-moi. Donc vous voyez, à Fininvest, hein, avec le Milan. Et puis ensuite, le foot aussi, comme appui pour la politique, puisque lorsque Berlusconi, excusez-moi, c'est terrible, entre en politique en 94, il se sert des clubs de supporters du Milan pour essayer eh bien, de rassembler ses partisans. Alors, à partir donc de ce début, hein, qu'on peut identifier, alors on peut l'identifier ailleurs bien évidemment, on pourrait parler de Canal+ en France, hein, ou de Sky en Angleterre, eh bien il me semble qu'il y a une dimension fondamentale, c'est le règne de la télévision. J'enfonce des portes ouvertes certainement, mais on se rappelle peut-être que eh bien, les clubs de football, au début des années 80, n'étaient pas forcément friands de télévision. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que, eh bien, si le match était télévisé, il n'aurait personne dans le stade. Lorsque Saint-Étienne, à la grande époque, jouait donc en Coupe d'Europe, la région lyonnaise et stéphanoise était occultée, c'est-à-dire que les téléspectateurs ne pouvaient pas voir le match. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le stade Geoffroy Guichard soit rempli. Bon, cette attitude, qui est aussi un petit peu l'attitude des dirigeants des fédérations, change, bien évidemment, et actuellement, certainement, si on voulait que le football redevienne à peu près normal, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, avec des parents qui sont prêts à agresser des éducateurs parce que leur futur Zidane ou Mbappé de progéniture eh bien, ne joue pas, eh bien, il faudrait arrêter de regarder le football à la télévision. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des revenus viennent quand même en grande partie de la télévision. À tel point d'ailleurs que certaines compétitions eh bien, sont créées uniquement pour la télévision. Rappelez-vous la défunte Coupe de la Ligue, hein, qui est créée en fait pour que le service public ait une compétition à un moment où les tarifs augmentent. C'est en 92 la naissance de la Première Ligue qui va accaparer progressivement une grande partie des droits télé, hein, dans la concurrence entre les ligues, puisque un club de milieu de tableau anglais a des revenus télévisés qui sont beaucoup plus élevés eh bien, que de très nombreux grands clubs continentaux. Ça va de pair aussi avec eh bien, l'émergence de ces global brands que sont Adidas. Adidas se remet de difficultés à ce moment-là, ou Nike, hein, et qui utilise aussi le support télévisé. Rappelez-vous, vous avez peut-être vu ça avait fait... on en avait beaucoup parlé à l'époque, hein, Good versus Evil, c'était un match qui était joué dans un amphithéâtre romain en Tunisie et qui réunissait les meilleurs footballeurs sous contrat avec Nike. Donc, eh bien, vous avez ici Ronaldo, hein, le premier, Ronaldo premier, si j'ose dire, vous avez Maldini, vous avez Cantona, hein, et ces footballeurs réussissent à vaincre les footballeurs du diable. Bon, tout cela fait que, évidemment, là, le football devient un produit télévisé, hein, attractif, rentable, et il me semble que ces chiffres, alors que j'ai tiré c'était un document de la FIFA, hein, vous voyez les recettes tirées des droits TV, c'est la FIFA qui communique hein, elle-même, vous voyez 90-95 millions de francs suisses pour la Coupe du Monde. Pas terrible, hein, 110 millions ensuite. En France, 135 millions. Et puis tout d'un coup, vous voyez, les chiffres sont multipliés tout d'un coup par 10. Il y a une bascule qui se fait, hein, avec 1,3 milliard. Et en gros, aujourd'hui, une Coupe du Monde, ça a à peu près 3 milliards d'euros. Les économistes me contrediront peut-être tout à l'heure, mais c'est dans ces eaux-là. Hein. Alors ça a un effet, évidemment, c'est que
ce spectacle, il doit être davantage normé. En plus, on sort d'une décennie, évidemment, du hooliganisme, marqué par le désastre du Heysel, hein, celui de Hillsborough, même si les deux désastres n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, dans lequel, eh bien, tout d'un coup, on s'intéresse au stade, avec des investisseurs qui veulent finalement des stades qui soient des lieux de vie, hein, où commence à y avoir des restaurants. On projette d'y mettre des cinémas, et des stades où tous les spectateurs ont une place assise. Bon, ce qui est normal lorsqu'on va voir un spectacle, bien évidemment, mais il y a l'idée aussi d'accueillir de nouveaux spectateurs qui seraient plus des consommateurs que des supporters. Hein. Donc des familles, un peu, je ne sais pas si vous avez déjà été voir, si vous avez été aux États-Unis, un match de baseball, par exemple, eh bien... match de baseball, ça dure longtemps, d'abord c'est un peu ennuyeux, bon, quand on ne connaît pas les règles en plus c'est plus compliqué, mais les gens circulent, ils vont s'acheter un hamburger, ils vont s'acheter un coca, et ils se jettent un œil un peu distrait. Alors, la dramaturgie du football fait que c'est un petit peu différent, mais l'inspiration c'était celle-là. D'ailleurs, à partir des années 2000, eh bien, les investisseurs d'outre-Atlantique vont venir. J'ai encore un peu de temps ? 5 minutes. Très bien. Eh bien, autre aspect évidemment important pendant cette période, c'est au niveau professionnel la circulation des joueurs. Nous, les gens qui sont nés dans les années 60 ou dans les années 50, nous avons été habitués finalement à des équipes qui avaient en général, enfin pas tous les clubs, hein, mais des effectifs relativement stables. Et puis, alors en France avec un recrutement au niveau première division quand même national, et puis avec 2 vedettes étrangères. Hein, mais qui restaient quand même sur le temps. Hein. Si vous prenez l'AS Saint-Étienne, par exemple, eh bien, Ivan Kurkovic, Osvaldo Piazza sont restés relativement longtemps, 5-6 ans, au club. Hein. C'est pourquoi cette situation-là, c'est lié évidemment à la transformation du foot au début du XXe siècle. Jusque-là, le foot était quelque chose de cosmopolite, on pouvait changer de club très facilement. À partir de la création de la FIFA en 1904, eh bien, tout joueur qui veut changer de fédération doit demander l'autorisation à son club, bien évidemment, et à la fédération à laquelle il appartient. Donc, le cadre de l'État-nation est installé, et surtout, eh bien, on ne peut pas partir comme on veut. Et c'est renforcé pour les joueurs professionnels par le fait que ceux-ci, eh bien, sont engagés selon le principe d'un contrat à vie. Alors, ce qui est ici un contrat, eh bien, c'est seulement leur président qui peut leur dire, bah, maintenant, on n'a plus besoin de toi, on va te retrouver un autre club. Donc, il n'y a pas la possibilité, alors certains, les grandes vedettes, réussiront quand même, hein, mais en général, eh bien, jusqu'en 69 en France, les joueurs professionnels, et d'ailleurs Coppa parlera même d'esclavage, ce qui était peut-être un peu fort, eh bien, n'ont pas le droit de rompre contractuellement leur engagement, alors que eh bien, tout travailleur finalement peut quitter son entreprise selon un certain nombre de dispositions juridiques. Donc c'est cela évidemment qui permet une certaine stabilité, peut-être aussi une certaine identité des équipes, hein, et puis une certaine égalité. Rappelez-vous, au début des années 90, les clubs français brillent en Coupe d'Europe. Pour quelle raison? C'est que à ce moment-là, ils ont droit à 3 étrangers, donc les clubs ont droit à 3 étrangers, donc finalement, mis en concurrence avec les clubs européens, bah, ils peuvent évidemment recruter de très bons joueurs, hein, Ricardo, Valdo ou d'autres, si on prend l'Olympique de Marseille, Boxic ou d'autres, et donc finalement l'égalité est respectée. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, c'est évidemment l'arrêt Bosman, hein, avec l'histoire de ce footballeur moyen, hein, belge, qui joue au club liégeois et qui veut aller jouer à Dunkerque en 2e division en France. Bon, ce qui n'est pas évidemment le transfert du siècle, mais il est en fin de contrat, mais ses dirigeants ne veulent pas le laisser partir. Ils veulent une indemnité. Donc il va se pourvoir devant la Cour européenne de justice qui va lui donner raison. Et patatras, eh bien, l'UEFA, j'ai mis un petit résumé là, hein, va, à partir de 96-97, eh bien, abolir les quotas et mis dans l'obligation par la Commission de Bruxelles, eh bien, ouvrir les frontières finalement aux travailleurs du football européen. Et puis c'est complété ensuite hein, par d'autres arrêts, notamment en France, l'arrêt Malaya, dont nous avons ici l'un des responsables, qui donc va eh bien, étendre les principes de l'arrêt Bosman
aux États associés à l'Union européenne. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une circulation de joueurs qui augmente très fortement. Alors, vous voyez, ce sont des statistiques que j'avais fait. Je travaillais à l'époque un peu pour la FIFA, mais sans gagner, ce que gagnait Platini, rassurez-vous, et puis j'ai travaillé. Et j'avais fait le compte des 12 000 certificats de transfert que reçoit la FIFA. Pourquoi ? Parce que à l'époque, si vous vouliez aller jouer, par exemple, en Suisse, de l'autre côté, il fallait avoir ce certificat de transfert. D'ailleurs, j'ai trouvé le nom de certains étudiants de l'UFR STAPS de Besançon sur les certificats de transfert. Bon, il y a dès 2000, vous avez quand même plus de 9000 joueurs qui circulent, alors, il y en a plus qui jouent à l'étranger, mais ce sont les 9000 qui ont changé de pays. Si on prend les Sud-Américains, vous voyez, en 2000, il y a 700 Sud-Américains qui sont partis vers l'Europe. C'est énorme, bien évidemment. Puis il y en a qui partent aussi en Asie. J'ai trouvé le cas d'un Brésilien qui joue au Bangladesh, par exemple. Ce qui fait que, bien évidemment, cette circulation des joueurs, elle a aussi bouleversé considérablement notre football, dans le sens où les effectifs sont plus instables, sauf pour les grands clubs, souvent. Les meilleurs, quand même, ce sont ceux qui ont les effectifs les plus stables. Mais l'attachement, alors qui était un peu forcé, parce que finalement, la plupart des joueurs étaient à la merci de leurs dirigeants, mais l'attachement finalement à certains clubs, le lien entre certains joueurs et des clubs, tend finalement progressivement à se perdre. Et je terminerai maintenant sur, à la fin de la décennie, les pouvoirs de ce qui est devenu le global game. Autre aspect qui est important dans cette décennie, c'est la nation. Alors vous allez me dire, oui, le foot, c'est lié à la nation. Tout à fait. Mais on est, rappelez-vous, dans une période de prolifération étatique. Yougoslavie éclate, par exemple. Tchécoslovaquie se scinde en deux, etc. Et le football va jouer un rôle important dans le nation building. Parfois, l'équipe nationale précède l'État-nation. Il y a une équipe nationale du Kosovo, il y a une équipe nationale de Palestine. Et le meilleur exemple, évidemment, c'est la Croatie. À la fois, la guerre civile en Yougoslavie a commencé à partir d'un match à Zagreb, entre le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade, si je ne me trompe pas. Et puis, évidemment, en 98, la Croatie qui a failli faire des misères à la France, c'est aussi l'équipe du leader Franjo Tuđman, et c'est le moyen finalement de déployer ces emblèmes nationaux et de leur donner une publicité tout à fait exceptionnelle. Et en même temps, la nation, c'est aussi un très bon business. Et on le voit bien aujourd'hui dans les finalement négociations parfois difficiles entre les vedettes et les fédérations. Il y a une association entre, évidemment, ces Global Brands, et c'est le fameux, évidemment, la fameuse tête de Zidane. Là, c'est sa tête qu'on voit sur l'Arc de Triomphe, associé évidemment à Adidas. C'est le moment aussi où on imagine faire la diplomatie sportive. Alors ça ne marche pas toujours. Rappelez-vous la Coupe du Monde entre la Corée et le Japon, qui est décidée dès 1996. Bon, ça n'a pas permis forcément d'améliorer les relations entre les deux pays. Ce sont des grands partenaires commerciaux, mais disons que les fantômes du passé ne se sont pas effacés. C'est le moment aussi où on imagine que le foot va changer la société. Le mythe de la France black, blanc, beurre, nous nous sommes tant aimés. Oui, mais ça ne va pas durer, évidemment, comme vous le savez, très longtemps. C'est enfin aussi une nouvelle géopolitique du football, alors pas dans le sens où certains géopoliticiens du football l'entendent, c'est le rapport de force entre les organismes sportifs et aussi la manière dont les dirigeants les pensent. Alors ici, vous avez au centre, évidemment, Sepp Blatter. On est en 97, il n'est pas encore président de la FIFA, il est seulement secrétaire général de la FIFA, avec le jeune Michel Platini à côté, et puis le président de l'UEFA, Lennart Johansson, et en fait il se sourit et se prépare une lutte au couteau pour la présidence de la FIFA entre Blatter et Johansson, et ensuite ces relations très complexes, qui sont liées évidemment au fait que l'UEFA et la FIFA génèrent beaucoup d'argent, ont des intérêts parfois contradictoires, l'UEFA étant évidemment la confédération de football la plus forte. Et puis enfin, l'arbitre superstar, rappelez-vous Pierluigi Collina,
qui commence à arbitrer des matchs de Champions League en 96 et qui devient un personnage, hein, à tel point qu'il apparaît, vous voyez, sur un jeu de football. Donc pour conclure, eh bien voilà, voilà. 30 minutes, mais 30 secondes, ça me suffira très largement. Bon, alors j'ai certainement oublié évidemment un certain nombre d'aspects, parce que je me suis centré sur les aspects que l'on verra. On pouvait questionner évidemment finalement le football de tous les jours, celui des amateurs, hein, comment change-t-il, comment finalement ce regard fait changer. La question évidemment des supporters, hein. Mais il me semble qu'aujourd'hui, eh bien, toutes les questions qui sont posées au football, toutes également évidemment le désenchantement de certains supporters, parfois les phénomènes violents, hein, les rapports de force entre ultras et dirigeants, eh bien, naissent pour partie de cette évolution des années 90. Voilà. Eh bien, bravo. Merci, cher Paul, pour ce brillant exposé. Alors, la parole est à la salle. C'est très facile dans cet amphithéâtre. Vous avez juste à appuyer sur le bouton vocal qui est sous votre micro pour poser votre question. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai déjà fatigué. Je voudrais remercier donc monsieur le professeur Paul Dietschi. Et dans les années 90, lorsque l'Olympique de Marseille était au sommet, je crois que le budget de l'OM était le deuxième budget européen. Le premier était celui du Milan AC. Donc en fait, ce n'est pas qu'une question d'étrangers. En fait, le budget donc de ce club était faramineux puisqu'il était presque à égalité avec le Milan AC. Et il y a d'ailleurs eu quelques duels épiques entre ces deux clubs. Je vous remercie de votre attention et puis je vous félicite de votre intervention toujours très brillante. Merci Michel, merci cher maître. Oui, mais en même temps, c'est vrai, mais on est dans une période pendant laquelle finalement on passe, et c'est une chose que j'ai pu oublier, on passe de l'ère des mécènes finalement à l'ère de clubs qui sont financés par la télévision et qui sont ensuite investis par des groupes d'investisseurs, voire des fonds de pension aujourd'hui. Hein, puisque finalement, quelqu'un comme Tapi va utiliser un certain nombre d'artifices pour financer son club, à tel point qu'il va redescendre, il va devoir déposer le bilan. Donc c'est un moment où finalement, au début des années 90, les droits télé ne sont pas si élevés que ça. Ça va progresser avec, d'ailleurs l'OM remporte la première Champions League, donc les revenus vont progresser, et les revenus du championnat de France ne sont pas très élevés. Donc c'est plutôt finalement les municipalités, des fonds privés, quelque chose de classique finalement dans le foot depuis les années 30, et qui va être remplacé finalement par Murdoch, donc le propriétaire de Sky ou d'autres, qui vont déverser ces sommes tout à fait extraordinaires qui permettent à ces grands clubs. Alors justement, là, il y a un lien avec le cas Bosman, c'est que évidemment, la différence à l'époque, c'est que Tapi pouvait recruter les meilleurs Français, en offrant des salaires convenables, 3 vedettes étrangères. Aujourd'hui, les grands clubs, ils recrutent les meilleurs possibles à leur poste, et donc évidemment, le budget qui est nécessaire est sans commune mesure avec ce que pouvait dépenser le Milan ou l'OM à l'époque, me semble-t-il. D'autres questions? Oui. Boris Massaïni de l'As Républicain. On voit au regard du passé qu'à chaque fois qu'il y avait des changements importants dans le football, il y avait des gens qui disaient que le foot comme on l'aime est un petit peu mort. Est-ce que c'est une manière de nous dire que ce qui nous fait peur aujourd'hui dans le foot, il ne faut pas finalement s'en inquiéter tant que ça, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter un peu? Alors c'est une remarque très juste, oui. Je ne voudrais pas non plus apparaître comme quelqu'un d'indifférent, voire de cynique, bien évidemment. C'est une question qui est évidemment complexe parce qu'elle pose notre regard finalement toujours sur le football. C'est-à-dire, est-ce qu'on estime normal que Kylian Mbappé, alors je sais pas
ce que le PSG lui donne, là, comme Soult, pour le réengagement, c'est quoi, 75 millions d'euros? On ne sait pas trop encore. Bon. Est-ce que c'est anormal qu'un jeune homme comme ça gagne cet argent-là? Bon, vous pourrez répondre. Hein, moi, par rapport au salaire d'un professeur d'université, oui, ça l'est un petit peu. mais par rapport, je ne sais pas, les revenus de grandes vedettes du cinéma hollywoodien, de grands chanteurs de rock, est-ce que finalement c'est pas quelque chose d'équivalent? C'est une question de marché. Bon, ça c'est une question évidemment qui est complexe. Est-ce que, alors par rapport à la violence, par exemple, dont j'ai très peu parlé ici, la violence, c'est une question qui est très complexe parce que c'est à la fois finalement il y a des faits violents. C'est vrai quand on est un jeune arbitre, on se fait poursuivre, taper dessus, c'est pas agréable, si on peut dire. Hein. Mais si on regarde ce qui se passait dans les années 1890 en Angleterre ou dans les années 20 en Italie, il y avait ces phénomènes qui étaient d'une violence aussi qui était très importante. Donc aussi, nous sommes dans des sociétés qui sont à la fois, c'est la complexité me semble-t-il, à la fois violentes, avec des regains de violence, hein, de violence terroriste, de délinquance, etc., mais en même temps des sociétés dans lesquelles eh bien, nous supportons de moins en moins le phénomène violent. Hein. Rappelons-nous à l'école, hein, les directeurs d'école, je me souviens d'un directeur d'école à Versailles où j'étais, J'étais un élève sage, rassurez-vous, mais les durs à cuire, il les prenait devant tout le monde, une bonne paire de claques, des coups de pied aux fesses. Hein. Aujourd'hui, un directeur d'école qui ferait ça irait directement en garde à vue. Donc, il y a aussi évidemment, me semble-t-il, ce regard qui évolue. Après, il y a une autre question qui est celle aussi, finalement, qui pose ce regard. Bon, si vous prenez par exemple le cas dans les années 1910, 1920, 1930, le regard sur le professionnalisme par exemple, bon, c'est plutôt le cas finalement de joueurs, pas tous, hein, mais certains joueurs émanant de milieux plus bourgeois qui regrettaient finalement de voir leur jeu s'ouvrir à d'autres classes sociales, de ne plus jouer dans un relatif entre-soi. Hein. Aujourd'hui, je sais quel est notre regard finalement là-dessus. Est-ce que ça dépend certainement de notre origine sociale, de notre sexe, de nos études. Hein. C'est aussi, je pense, tous ces facteurs qui orientent ce regard particulier. Bon, je fais une réponse de Normand. Hein.